Alors, l'aventure commence en 2005. En 2005, les incidents, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on sait de ce qui est arrivé dans les années 2000. En 2005, c'était un peu le summum de l'ivoirité qui se posait. Donc, j'ai eu quelques expériences malheureuses à ce niveau. Donc, ce qui m'a mené à partir. Je suis venu en Belgique parce que je voulais continuer mes études. Et j'ai fait 6 mois en Belgique, à Bruxelles. Mais finalement, parce que je ne suis pas venu avec le bon papier, en fait. Et donc, on m'a fait retourner. Et donc, le retour devait se passer en Côte d'Ivoire, d'où je suis venu. Alors, comme déjà j'avais un peu de chagrin, et donc j'ai dit oui, je préfère aller au Mali pour chercher mon pays. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé au Mali en 2006. Et j'ai rencontré déjà depuis l'aéroport quelques personnes, un ancien expulsé qui est malheureusement décédé aujourd'hui, paix à son âme, Mamadou Keïta, qui a été expulsé de France après 17 ans et qui, dans son trauma, était obligé de venir tous les soirs à l'aéroport, tourner un peu, voir un peu du monde, tourner un peu pour se sentir encore exister. Et déjà à mon arrivée, je l'ai vu et les policiers m'ont dit « Ah non, il y a quelqu'un aussi qui est là, il est souvent là pour adoucir un peu les gens qui arrivent, expulsés, tout ça. » Donc, et il y avait d'autres personnes en ville, Ousmane Diarra, que je salue au passage, qui est un commerçant, mais un grand militant, qui est ancien migrant d'Angola, donc qui avait formalisé l'association malienne des expulsés. Donc je suis tombé dans ce bain-là, et j'ai cheminé avec eux. On a reformulé l'association malienne des expulsés, ce qu'on a appelé la redynamisation, parce que c'est une organisation qui a été créée en 1996 dans le courant de la démocratisation. Donc, c'est les expulsés venus d'Arabie Saoudite, des Maliens d'Arabie Saoudite, au moins 1 millier qui étaient là en 3 mois, d'Arabie Saoudite, d'Angola, de Zambie, du Congo et aussi de France. Beaucoup de France, de Saint-Bernard et de Cachan. Tout ce monde s'est retrouvé et qui ont créé cette association que j'ai intégrée. Je suis devenu le secrétaire permanent. J'active dans les interactions pour briser les barrières entre les individus, pour amener les interactions entre les sociétés civiles. Je suis à Bamako et à la suite du parcours avec les questions d'immigration et tout, on a fini par comprendre que oui, il y a aussi des problématiques sociales en dessous. Qui sont-ils? Pourquoi partent-ils? Donc au Mali, ça nous a amené à nous impliquer, n'est-ce pas, surtout à travers le réseau Afrique-Europe Interact que l'AME a initié, que j'ai initié avec M. Ousmane Diarra et des amis d'Allemagne et de France, de la Hollande et d'Autriche, pour dire qu'il faut aussi s'intéresser aux problématiques qui poussent les gens ou qui mettent le mal-être des gens. Et on a aussi découvert dans nos tournées en Europe, en Allemagne et en Autriche, qu'il y a aussi d'autres formes de rétention, de détention, de répression, qui sont légèrement différentes de celles de France. Pas les meilleures dans tous les 2 cas, mais là-bas, il y a les lagas. Nous avons visité en 2009 avec l'accord du ministère de l'Intérieur allemand. Nous avons visité 7 lagas, comme on dit là-bas, les CRA ici, et qui nous a donné une autre réalité de ce qui se passe. Et donc voilà, tout ça nous a amené à fusionner, n'est-ce pas, les intentions, essayer de voir comment on peut aider les gens ici et aussi comment aider aussi à visibiliser les problématiques sociales là-bas. Le travail transnational n'est pas facile. Il y a les sociétés civiles, il y a les ONG, mais il y a ce qu'on appelle les organisations à la base,
les grassroots, les organisations, les collectifs auto-organisés à la base. Et ça répond plus à une densité de ce qu'on peut dire les échos des populations. Parce qu'on active dans Interact, on active entre collectifs auto-organisés. Et en Europe, c'est essentiellement en Europe du Nord, à partir de l'Allemagne, c'est des collectifs antiracistes, antifascistes, sur aussi les questions de féminisme et aussi d'égalité. Mais au niveau international, ils sont dans un esprit d'internationalisme, peut-être socialiste et autres, mais qui n'a plus de sens aujourd'hui. Donc il fallait trouver un lien entre déjà ces groupes qui aident les migrants ou les personnes de couleur, les personnes stigmatisées d'une façon ou d'une autre, et sur les questions des migrations. Donc ça se matérialise par des groupes de travail que nous avons constitués, dans lesquels tous ceux qui sont actifs dans l'esprit interactent, dans l'interaction agissent. Donc il y a des groupes de travail sur le Togo, il y a des groupes de travail sur le Burkina, un groupe de travail sur le Mali et sur la Guinée. Donc selon les problématiques des pays, et donc les personnes discutent et en lien avec nos membres, nos collègues qui sont dans ces pays-là. Donc par exemple, c'est sur toujours les questions des migrants qui sont là et aussi des relations que ces pays-là entretiennent au niveau politique gouvernemental avec les États là-bas. Donc on fait des manifestations devant les ambassades lorsqu'il y a des intentions d'expulsion ou des lois qui se formulent à la Commission européenne et tout ça. Donc on fait des manifestations devant les ambassades, même sur les problèmes politiques dans l'intérieur des pays, ou lorsqu'il y a des visites des présidents de ces pays-là pour faire passer des motions en direct. Donc ce sont des activités que nous menons, et aussi contre des régimes qui font de la répression, tels qu'au Cameroun ou au Togo. Voilà, on fait des newsletters pour, n'est-ce pas, sensibiliser et informer les opinions sur ce qui se passe, parce que les informations en Afrique ne passent pas vraiment dans les médias ici, surtout, sauf quand c'est de l'actualité exclusive. Donc, il y a des quotidiens, il y a des luttes, il y a, oui, des problématiques à rendre visibles. Donc, c'est ce que la section européenne fait. Dans notre réseau, nos amis européens ont développé, lorsqu'ils vont vers les fondations, lorsqu'ils vont vers les entités où ils peuvent trouver des fonds, c'est de demander que oui, c'est pour la redistribution. Ça nous permet d'aller renforcer les capacités des paysans, des femmes, des jeunes, les mettre en connexion pour pouvoir se reprendre en main. En dehors de l'aide publique au développement, dont on sait où ça rentre, où ça part. Donc, nos amis, chaque fois qu'ils font des demandes de fonds, chaque fois qu'ils font du crowdfunding, c'est dans cet esprit-là de la redistribution. Nous ne sommes pas salariés. Moi, je n'ai pas de patron, je ne dépends de personne. Et je ne suis pas salarié. Nous ne sommes pas dans une démarche d'ONG où on développe projet pour aller donner financement. Nous sommes par exemple, pour concrètement, en ce moment, après d'autres initiatives sur lesquelles je passe, mais concrètement, il y a par exemple ce projet de 200 hectares que nous avons développé au Mali, dans la zone risicole de l'Office du Niger. Ces 200 hectares que nous avons mis 4 à 5 ans à chercher, à trouver avec les autorités pour les redistribuer aux sans-terre. Ça ne s'est jamais fait. Aucune ONG ou institution n'a cherché des terres, les aménager et les donner à des paysans sans terre. Parce que dans nos expériences, nous avons découvert qu'il y a des paysans. Depuis le grand-père, le petit-fils est là, il va au champ, pensant que le champ appartient à son grand-père, qu'il a légué à son père, mais en fait non, c'est un champ prêté, mais c'est des conventions secrètes entre les vieux.
Mais donc, les gens n'ont pas, ils cultivent des terres qui ne les appartiennent pas. Alors que les lois de l'Office du Niger disent que chaque paysan qui s'installe a droit à 3 hectares. Je vous assure que dans nos expériences, on a vu des paysans qui n'ont même pas 1 hectare. La plupart ont demi ou 80 ou 90. Voilà, donc déjà, alors que la répartition des hectares, 3 hectares, chaque hectare va dans un besoin spécifique. Donc c'est pour permettre une existence, on peut dire, raisonnable. Et ce qui n'est pas le cas. Donc des paysans qui travaillent, qui sont presque ouvriers sur des champs et qui récoltent, mais qui ne bénéficient pas réellement des retours de leur travail. Donc ce projet de 200 hectares sur lequel le réseau Longomai nous aide beaucoup, c'est de vraiment trouver des terres pour des paysans sans terre. C'est symbolique, mais ça permet aussi l'inclusion des communautés, parce que c'est dans une région où il y a des cultivateurs, il y a des éleveurs sédentaires, des nomades, mais c'est dans une zone aussi où chacun cherche sa petite terre. Et nous savons qu'en dessous de toutes les crises qui se passent au Sahel, il y a la question des ressources et de l'eau, des terres et tout ça. Donc voilà, c'est les choses sur lesquelles nous travaillons. La redistribution, c'est tout ça. Et reconnaître qu'effectivement, en haut, il y a les contingences politiques, il y a les crises qui se passent, mais en dessous, il y a les problématiques sociales qui restent en l'état et dont il faut vraiment s'occuper par justement une redistribution.